Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-La Rochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 86, nous discutons de diversification, de la prime de valeur et de l'importance du facteur de profitabilité. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Bonjour François, ça va super bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Donc, James, je vais commencer pour nos auditeurs. Nos derniers podcasts ont abordé des concepts fondamentaux pour les investisseurs. Dans notre podcast numéro 84, on a traité du profil de risque en abordant deux de ses composantes, la tolérance au risque et la capacité à prendre du risque. Et dans le tout dernier podcast, numéro 85, on a fait le point sur le débat entre la gestion active et la gestion passive. Nos auditeurs savent que les marchés ont actuellement du mal à évaluer les répercussions à court et à long terme de la guerre en Iran. Personne ne dispose d'une boule de cristal pour prédire comment ça va se terminer. En fin de compte, ce qui est essentiel pour les investisseurs, c'est la manière dont ils vont gérer leurs émotions face à déluge de titres négatifs, puis cette incertitude. Et on le répète souvent à nos auditeurs qu'il est impératif qu'ils fassent abstraction du bruit médiatique, mais on comprend que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça nous amène au sujet d'aujourd'hui. Nous commencerons par une discussion sur la diversification, puis ensuite on va également aller au-delà des indices boursiers généralement reconnus en faisant le point sur deux autres dimensions de la diversification, à savoir la prime valeur et le facteur de profitabilité. Alors, James, par où veux-tu commencer? Eh bien, François, je commencerai par le sujet fondamental de la diversification. Nos auditeurs réguliers savent que l'année dernière, dans le podcast numéro 75, on en a parlé quand on a fait la revue annuelle de l'annuaire de UBS sur les recherches des professeurs Dimson, Marsh et Staunton qui regardent les statistiques de marché depuis 1900. On venait, comme tu sais, de sortir d'une année 2024 où les actions américaines avaient encore largement surperformé les actions canadiennes et internationales. En fait, elles ont surperformé pendant environ 15 ans, soit depuis la fin de la crise financière mondiale en 2009. Et comme nous l'avons indiqué dans notre podcast de fin d'année, en janvier dernier, pour l'année 2025, les actions canadiennes et internationales ont finalement surperformé les actions américaines. Fait enfin, on a pu profiter de cette diversification à l'échelle mondiale. Je crois que la plupart de nos auditeurs le savent, mais la raison fondamentale de la diversification, c'est que ça réduit le risque. Elle permet aux investisseurs soit d'obtenir le même rendement espéré avec un risque moindre, soit un rendement espéré plus élevé pour un niveau de risque identique. Donc, on la décrit, la diversification, comme un repas gratuit. En anglais, l'expression, c'est « a free lunch », voire le seul repas gratuit en finance. Et pour la plupart des investisseurs, au cours des 50 dernières années, investir à l'échelle mondiale plutôt qu'uniquement au niveau national a généré des rendements plus élevés pour un niveau de risque identique. Il y a une bémol, par contre, François, pour les investisseurs basés aux États-Unis parce que leurs marchés ont vraiment fait exception et ont surperformé. Les Américains auraient été mieux de rester investis seulement dans leur marché domestique. Oui, tout à fait. Mais comme d'habitude, là, notre conseil à nos auditeurs est de continuer à investir à l'échelle mondiale. Ça devrait, mais ce n'est pas garanti, augmenter le rendement tout en réduisant le risque. C'est un important point que tu apportes, François. La diversification, ça devrait être l'un des principes fondamentaux de la structure de portefeuille. Et j'ai une citation que je vais partager dans le podcast aujourd'hui pour éclairer la notion. Mais tu sais, on a souvent entendu les soi-disant experts financiers affirmer qu'il suffit de 10 ou 20 actions pour constituer un portefeuille diversifié. En fait,
c'est absurde. C'est un portefeuille concentré quand on a seulement 10 ou 20 actions. Avec des fonds transgenres bourse qui sont maintenant disponibles depuis plusieurs années, on peut couvrir l'ensemble du marché à faible coût. Donc, c'est très facile d'obtenir une très bonne diversification, puis c'est très facile à implanter. Puis c'est aussi vrai de pouvoir le faire à l'échelle des actions au niveau mondial. Donc, une large diversification est vraiment importante. On l'a vu parce que la recherche académique démontre que les rendements globaux du marché boursier sont tirés par des rendements très élevés d'un nombre relativement restreint de titres. Oui, ben on a abordé ce sujet-là dans notre podcast 67 quand on a parlé des recherches du professeur Bessenbinder. Puis je cite à nouveau, un peu plus de 4 % des actions cotées en bourse aux États-Unis depuis 1926 sont à l'origine de la totalité de l'augmentation nette de la richesse des actionnaires. Autrement dit, l'augmentation de la richesse à long terme sur le marché boursier public américain est concentrée sur un nombre relativement restreint d'actions. C'est pourquoi l'achat du marché dans son ensemble vous permettra de détenir ces quelques actions qui vont générer réellement une performance à long terme. James, on va regarder maintenant comment les obligations apportent des avantages en matière de diversification. François, comme nous le savons, la diversification entre les classes d'actifs est un moyen puissant de réduire le risque total du portefeuille. Alors, pour les investisseurs dans les marchés publics, ça signifie une diversification entre les deux classes d'actifs les plus importantes, les actions et les obligations. Comme nous l'avons indiqué dans notre podcast numéro 52 à 2023, à ce moment-là, les corrélations historiques récentes étaient négatives entre les actions et les obligations. En fait, au cours des 20 années précédentes 2022, mais c'était vraiment pas la norme si on regarde une historique plus longue, François. Et peut-être pour nos auditeurs, ça serait bon de mentionner, quand on a une corrélation de 1, ça veut dire que les actions et les obligations, si c'était 1, bougeraient exactement de la même façon. C'est-à-dire quand les actions baissent, les obligations baissent du même montant, etc. Fait que, comme je disais, la norme à long terme est que les actions et les obligations présentent historiquement une corrélation légèrement positive et que cette corrélation entre les actions et les obligations a tendance à être négative pendant les périodes de crise. Donc, les statistiques à long terme nous disent que la corrélation entre les actions et les obligations s'est établie en moyenne à 0,33 quand on regarde les marchés à l'échelle mondiale. Plus spécifiquement, aux États-Unis, la corrélation est plus basse, c'est 0,19. Mais il faut admettre qu'en dépit que c'est une corrélation positive, donc ça bouge dans le même sens, c'est quand même ça offre de bonnes possibilités de réduction de risque. Donc, ça fait, selon nous, on est d'accord là-dessus, sur ce point-là, que les obligations d'État, des gouvernements, ce sont de précieux instruments pour la diversification, pour réduire le risque du portefeuille. Et vraiment, ça renforce l'efficacité de la diversification du portefeuille quand on en a le plus besoin. Oui, effectivement, James. Puis c'est ce qu'on appelle en anglais le flight to safety, ou en français, refuge vers la sécurité. Puis ça, c'est lorsque les marchés sont extrêmement volatiles. De la fin des années 1990 jusqu'en 2021, les corrélations entre les actions et les obligations étaient majoritairement négatives. Ça signifie que lorsque les actions baissent, les obligations montent. Les actions et les obligations constituaient donc une couverture l'une pour l'autre, ce qui était très précieux pour les investisseurs. Ces corrélations négatives étaient associées à une période de baisse des taux d'intérêt réels, à une politique monétaire majoritairement accommodante, à une inflation généralement faible et à des rendements espérés modestes. L'ère des corrélations négatives a pris fin brutalement, comme tout le monde peut s'en souvenir peut-être, en 2022, lorsque les actions et les obligations ont chuté en même temps, un peu à cause de l'inflation qui régnait à ce moment-là. Oui, François, en 2022, c'était la seule année depuis 1926 où les obligations et les actions ont baissé en même temps comme ça. Donc, c'est vraiment ce que les statisticiens appellent un Black Swan Event. Alors, pour emprunter un anglicisme. Donc, j'ajouterais là, que, comme j'ai dit tantôt, la corrélation entre les actions et les obligations
tendance à être négative en période de crise. Donc ça, c'est ça. Et comme tu l'as dit, François, c'est dû aux investisseurs qui recherchent un refuge vers la sécurité. Mais François, je pense qu'il y a un autre point qui est important à faire au niveau des corrélations, c'est que, puis on a vu ça pas mal depuis les 25 dernières années, c'est qu'en période de crise, que les actions ont tendance à baisser tous en même temps quand c'est une très grande crise, puis que ce soit les actions canadiennes, US, internationales. Donc, on dirait qu'ils sont parfaitement corrélés. Mais ça, c'est juste quand on regarde ça à très court terme. OK? Fait que cette crainte, c'est que les actions, ça va tout baisser en même temps s'il y a une crise. Mais encore une fois, nous, notre point de vue, c'est avec une vision long terme, les investisseurs là, devraient accepter que ces fluctuations à court terme et ces hausses des corrélations ne devraient pas constituer une préoccupation majeure. Oui, tout à fait. James, maintenant, on va regarder la question de la concentration des marchés boursiers à travers le monde et celle des performances aux États-Unis ces dernières années. François, effectivement, la concentration, c'est un sujet qui est chaud. De nombreux marchés à travers le monde, en particulier aux États-Unis, sont devenus de plus en plus concentrés. Les États-Unis ayant tellement surperformé en étant concentrés dans les actions Mag 7, on peut dire que les États-Unis atteignent aujourd'hui leur niveau de concentration le plus élevé depuis un siècle. Quand même. Mais si on regarde ça un peu plus large, puis là, on s'inspire de l'annuaire UBS de 2022 qui est produit avec les professeurs Dimson, Marsh et Stanton. Et ça montre que les États-Unis restent l'un des marchés les moins concentrés du monde. Fait que je suis sûr que plusieurs de nos auditeurs vont être surpris par ça. Puis, en effet, dans la base de données Dimson, Marsh, Stanton, c'est une base, ça s'appelle DMS 35, donc ils regardent 35 marchés boursiers, mais il y en a 32 des 35 qui sont plus concentrés que les États-Unis, imagine-toi. Tu sais. Fait que, ils ont démontré que le plus grand défi pour les investisseurs, c'est provient de la concentration des performances de ces dernières années. Donc, c'est là où les compagnies Mag 7 aux États-Unis ont largement dépassé leur poids en termes d'impact sur la performance mondiale des actions. Oui, puis dû à cette concentration des marchés, la diversification à l'échelle mondiale est encore plus importante. On a souvent constaté que lorsque les marchés sont volatiles, la corrélation entre les marchés s'accentue. Comme tu as dit plus tôt, James, mais à long terme, les avantages potentiels de la diversification internationale en termes de réduction des risques restent importants. Encore, les professeurs Dimson, Marsh et Stanton soulignent que la diversification mondiale peut être surestimée si elle est présentée comme un moyen infaillible d'obtenir un meilleur rapport risque-rendement. Elle devrait cependant conduire à des niveaux de rendement espérés plus élevés par rapport au risque, mais comme ils l'indiquent, ce n'est pas une garantie. Non, c'est effectivement pas une garantie. Donc, François, j'ai une excellente citation. J'en ai parlé tout à l'heure que je partagerai ça avec nos auditeurs. Puis cette citation, là, c'est concernant la diversification. Puis c'est un grand penseur en matière d'investissement. On ne l'a pas cité souvent dans notre podcast, mais c'est Peter Bernstein. Et voici sa citation et ses traductions libres. Quelqu'un a dit un jour que si vous êtes à l'aise avec tout ce que vous possédez, c'est que vous n'êtes pas diversifié. Fait que M. Bernstein est décédé en 2009 et il avait aussi une autre remarque que je trouve intéressante. Il a dit « Je considère la diversification non seulement comme une stratégie de survie, mais aussi comme une stratégie offensive, car la prochaine aubaine pourrait venir d'une composante de portefeuille inattendue. Je veux m'assurer d'y être exposé. » On n'a rien qu'à penser, François, l'année dernière, quand le président Trump a annoncé sa Liberation Day avec tous ses tarifs douaniers, tout le monde avait tellement peur que le Canada allait se faire écraser, puis il voulait nous annexer comme l'État numéro 51. Et finalement, les actions canadiennes ont fait 31%, puis le prix de l'or, les orifères, l'influence, l'énergie, etc., le marché a tellement mieux fait que le marché américain. Fait que personne s'y attendait, hein? Et ça continue encore cette année. Là, les marchés canadiens à date là, continuent à surperformer le marché US.
Donc, James, maintenant, on va parler des nouvelles concernant les titres de valeur. Les titres de valeur constituent une autre forme de diversification. Par contre, les dernières recherches académiques soulignent l'importance de sélectionner les titres de valeur avec un filtre basé sur le facteur de profitabilité. Alors, James, qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? Eh bien, François, comme on le sait, la prime de valeur est l'une des primes les plus étudiées dans le domaine de l'investissement. Mais aujourd'hui, les dernières recherches soulignent que la profitabilité est devenue un facteur bien plus important dans le débat sur la prime de valeur. C'est effectivement en combinant un filtre de profitabilité avec les actions de valeur qu'on va générer à long terme une prime de rendement. Ouais, pour nos auditeurs, là, James, je pense qu'il serait bon de clarifier ce qu'on entend par titre de valeur. Donc, les titres de valeur sont des actions qui se négocient à des multiples faibles par rapport à leur valeur comptable. Ça, c'est par opposition aux titres de croissance qui se négocient à des multiples élevés par rapport à leur valeur comptable. Les titres de valeur se vendent également à des multiples relativement faibles par rapport aux bénéfices ou aux dividendes. Il peut s'agir d'entreprises matures dont l'avenir ne semble pas très prometteur ou dont le cours de l'action est déprimé. François, je pense qu'il serait bon de partager ce que j'ai lu récemment dans le Wall Street Journal. Il y avait un article intitulé « L'un des derniers refuges du marché boursier est désormais menacé ». Évidemment, on est dans la période de la guerre d'Iran. L'article poursuit en affirmant « Les actions de valeur ont surperformé les actions de croissance avec l'écart le plus important depuis des années ». On sait, François, que dans les statistiques de marché, les actions américaines, pendant 15 ans, ont battu les actions canadiennes et internationales, mais en même temps, depuis 2007, l'effet valeur a sous-performé les actions de croissance par un pourcentage phénoménal. Tu vas en parler tantôt. Donc, l'article fait état que l'indice Russell 1000 Value a progressé de 2,4 % depuis le début de l'année, devançant l'indice Russell 1000 Growth en baisse de moins 9,1 %. Donc, c'est l'écart le plus important depuis 2022. Parallèlement, l'indice Standard & Poor's 500, qui combine les actions de valeur et les actions de type croissance, a reculé de 3,8 % et a récemment enregistré son pire trimestre depuis près de 4 ans. Donc, cette remontée récente des titres de valeur, François, marque un revirement par rapport à la tendance dominante depuis la crise financière mondiale de 2008-2009. La hausse des titres technologiques américains, notamment les Microsoft, comme on en a parlé souvent sur le podcast, ont vraiment permis aux actions américaines de surperformer, mais aussi que les actions de croissance surperformer les actions de valeur. Oui, les titres de croissance américains sont en difficulté depuis, par contre, un certain temps, mais ils pourraient bien reprendre le dessus, tandis que la remontée des titres de valeur et des actions internationales pourrait s'essouffler. Personne ne peut affirmer avec certitude quand une tendance du marché va changer. C'est très bien dit, François. C'est un point très important que tu apportes. Puis en fait, je pense que c'est précisément ce que disait Peter Bernstein. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier quand on ne sait jamais quand d'autres paniers donneront de meilleurs résultats. Oui, ceci dit, James, malgré la récente reprise, les titres de valeur restent moins chers que les titres de croissance. Un fonds négocié en bourse, là, un FNB qui suit l'indice Russell 1000 Value, s'échangeait récemment à 16 fois les bénéfices prévus pour les 12 prochains mois, tandis que les actions qui composent le FNB sur l'indice Russell 1000 Growth s'échangeaient à 24 fois. Oui, mais François, ça, c'est des statistiques récentes. Nous, comme nos auditeurs le savent, on regarde toujours les données à long terme. Alors, nos auditeurs réguliers savent que nous nous appuyons sur des données issues de la recherche économique et financière qui s'appuient sur des données couvrant près de 100 ans et provenant de nombreux marchés à travers le monde. Les universitaires et les praticiens, on le sait, ont trouvé des solides preuves empiriques sur la prime de valeur. Sur la période allant de juillet 2026 à décembre 2014, la prime moyenne des actions de type valeur par rapport aux actions de type croissance dans l'univers des grandes capitalisations américaines était de
un 6 par année. C'est une énorme différence quand on regarde le rendement composé sur 80, presque 90 ans. Fait que les recherches académiques récentes soutiennent la thèse selon laquelle les valorisations actuelles et la profitabilité future espérée seront, en fin de compte, les moteurs des rendements. Puis c'est ça qui est important, cette nouvelle recherche dans le facteur de la profitabilité, François. Oui, effectivement. Mais l'inverse s'est produit sur la décennie allant de janvier 2015 à décembre 2024, lorsque la prime-valeur a été de moins 11,6 % par an. Lorsqu'un événement ne correspond pas aux attentes, il est naturel de vouloir en comprendre la raison. L'investissement de type valeur était une stratégie rentable au cours des périodes couvertes par les principales études de recherche, mais la période de janvier 2015 à décembre 2024 démontre que la prime n'est pas une garantie. Je vais ajouter, James, que les années 1990 ont été principalement l'ère des actions de type croissance et que les stratégies de type valeur, en comparaison, ont enregistré de moins bons résultats. Après mars 2020, les actions de type valeur ont bien performé, puis ça, c'est après l'éclatement de la bulle technologique. Par contre, là, les actions de croissance ont de nouveau surperformé les actions de type valeur à partir de 2007, là, comme on le sait là, avec les Mag 7 et ainsi de suite. Là. Donc, François, ce que ça démontre pour moi, c'est que la prime de type valeur ne se manifeste pas toujours. En dépit que sur 90 ans, on a eu cette surperformance de 2,16 %, je pense que, comme on vient de vivre, il y a une très, très longue période où ça ne se présente pas. Fait que j'aimerais, par contre, partager avec nos auditeurs une autre recherche récente publiée par Dimensional parce qu'on s'attendait qu'il y ait une prime, il n'y en a pas eu. Fait qu'eux, ils ont adressé le pourquoi de la surperformance des actions de croissance. Et François, c'est super intéressant. Ils ont conclu que la profitabilité plus élevée, mais inattendue des actions de croissance explique vraiment cette surperformance. Puis, on peut penser, les Mag 7, on va exclure Tesla, là, mais dans les autres, on pense à Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Google. Les marges bénéficiaires sont extraordinaires, puis ils ont pu faire ça et avoir cette croissance phénoménale sans grosses dépenses en capital. Et donc aussi, du jamais vu dans les marchés financiers. Fait que j'aimerais, par contre, pour contextualiser tout ça, j'aimerais faire référence. La recherche de Novimark sur la profitabilité constitue désormais une norme dans de nombreuses stratégies d'investissement. L'industrie développe des produits, mais c'est souvent, François, présenté comme de l'investissement axé sur la qualité. Oui, effectivement. Puis nous, on travaille avec Dimensional depuis 2003 et ils excellent dans l'identification et la mise en œuvre des stratégies résultantes des recherches académiques dans les produits qu'on utilise là, dans la gestion des portefeuilles de nos clients. La rigueur de Dimensional en matière de gestion de portefeuille fondée sur la science académique les a amenés à intégrer le facteur de profitabilité il y a de ça quelques temps. Ce facteur s'ajoute aux autres dimensions des rendements espérés, tels que le prix relatif, donc valeur versus croissance, et la capitalisation boursière, grande capitalisation versus petite capitalisation. Et les données montrent que les entreprises plus rentables devraient afficher des rendements espérés plus élevés. Ça, c'est le facteur de profitabilité. Alors, James, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la dernière note de recherche publiée par Dimensional sur la relation entre valeur et profitabilité? Eh bien, François, Dimensional fait état de 3 conclusions principales. Bien, premièrement, comme on l'a déjà mentionné, de 2015 à 2024, les entreprises de croissance ont enregistré des bénéfices d'exploitation beaucoup supérieurs à leur moyenne historique, tandis que les entreprises de valeur, eux, ont maintenu leur niveau historique. Ils ajoutent deuxièmement que si l'écart de profitabilité entre les actions de type valeur et les actions de type croissance s'est creusé au fil du temps, il en va de même pour l'écart de valorisation. Fait que les marchés ont décidé que parce que cette croissance était plus forte, qu'ils étaient prêts à offrir ou acheter ou payer des multiples plus élevés pour les actions de croissance. Et finalement, le troisième point qu'il mentionne dans cette note de recherche, c'est qu'un moyen efficace de capturer les primes de manière fiable consiste à prendre en compte à la fois les valorisations actuelles et la
profitabilité future espérée. Donc, ils combinent l'effet valeur avec le facteur profitabilité pour trier leur gestion au niveau de portefeuille action. Oui, pour simplifier, là, ces données suggèrent qu'une grande partie de la surperformance récente des actions de type croissance provient d'une augmentation inattendue des bénéfices, donc de la profitabilité. Tout à fait, François. C'est là un argument clé qui est avancé par Dimensional. Bon nombre des titres du Mag 7 ont généré des niveaux de profitabilité exceptionnels du jamais vu sur les marchés financiers. Et ça a relancé le débat, par contre, sur la question de savoir si la prime de valeur est morte. Mais là, je voudrais partager avec nos auditeurs qu'un article récent publié par nul autre que le professeur Robert Novimarks, il est co-auteur avec Mamdouh Medhat, qui, lui, travaille chez Dimensional. Ils ont coécrit en octobre 2025 un papier, puis c'est intitulé « Profitability Retrospective, What Have We Learned ?» Donc, en français, rétrospective sur la profitabilité, qu'avons-nous appris? Dans cet article, ils examinent diverses stratégies de type valeur alternative, toutes présentées comme offrant de meilleures performances que les stratégies de type valeur traditionnelles. Mais comme on a dit tantôt, François, l'industrie développe toutes sortes de produits avec la notion on appelle ça du quality investing. Fait qu'ils ont étudié tout ça et ils montrent notamment que la prise en compte du facteur profitabilité résout une grande partie des débats récents autour de la valeur, ce qui correspond vraiment à la caractérisation du facteur de profitabilité que Novimarks avait présenté dans son papier de recherche en 2013. Donc, c'est comme il avait dit à cette époque que l'envers de la médaille du facteur de valeur, c'est le facteur profitabilité. Fait que, le facteur profitabilité, selon eux, est à l'origine de la performance anormale des stratégies de type valeur alternative par rapport à celles basées sur les stratégies de type valeur traditionnelle. Donc, dans cet article, François, ils poursuivent en affirmant, je les cite, pour les praticiens. Donc, les praticiens, c'est nous, les gestionnaires de portefeuille, comme tu sais. Le fait que les styles d'investissement apparemment distincts se recoupent davantage qu'on ne le reconnaît généralement suggère des avantages potentiels à une construction de portefeuille plus simple. On le sait, on le dit souvent dans nos podcasts, François, les gens ont peur de créer des portefeuilles qui sont simples, mais sont super efficaces. Fait que ça, c'est un point, quant à moi, qui est très intéressant, qui supporte notre façon de gérer des portefeuilles. Finalement, ils ajoutent les gestionnaires d'investissement devraient examiner attentivement l'exposition de leur portefeuille à la profitabilité, car il s'agit d'un moteur clé des rendements dans les multiples classes d'actifs. Ils poursuivent en affirmant que nos résultats suggèrent également qu'il est plus efficace de cibler explicitement la profitabilité plutôt que de s'appuyer sur des indicateurs ou des facteurs qui sont indirects. Donc, on peut donc, James, affirmer pour nos auditeurs, nos clients, que Dimensional accorde désormais une plus grande importance aux facteurs de profitabilité dans la gestion de ces fonds. Alors, James, qu'est-ce qu'on peut conclure au sujet de la diversification, de la prime de valeur et de l'importance du facteur de profitabilité? Alors, François, le message est clair, ça n'a pas changé. La diversification, c'est la seule solution qui est dans le meilleur intérêt des investisseurs. À l'avenir, si un investisseur veut diversifier davantage son portefeuille avec des actions de type valeur, les meilleurs résultats à long terme seront obtenus en combinant des actions de type valeur sélectionnées en fonction des facteurs de profitabilité. Alors, c'est ça la conclusion. Oui, effectivement. Puis James, je vais terminer en rappelant à nos auditeurs que notre discipline consiste à investir avec un état d'esprit d'investisseur axé sur le long terme. On ne veut pas se laisser influencer par le bruit à court terme des médias financiers et par la récente volatilité des marchés. C'est un défi de taille et s'applique à tous les investisseurs, y compris nous, les professionnels. On l'a souvent répété dans notre podcast, là, c'est simple à dire, mais c'est pas facile à faire. On doit toujours garder en tête qu'on peut en tout temps là, tomber dans le piège de vouloir prédire l'avenir. Donc, James, on va conclure là-dessus. Merci encore d'avoir partagé ton expertise et ton savoir aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir, François.
Sur ce, c'est tout pour le 86e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. Également, si vous souhaitez notre expertise dans la gestion de vos actifs, vous pouvez nous joindre en cliquant sur le bouton « Contactez-nous » qui se trouve sur la page d'accueil de Sujet Capital et sur toutes nos publications. De plus, si vous aimez notre podcast, partagez-le avec votre famille, vos amis, et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être à l'écoute et joignez-vous à nous pour notre prochain épisode à paraître le 13 mai. N'oubliez pas de consulter le site web de Sujet Capital pour voir nos derniers blogs. À bientôt et merci.